Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur Fondation. Enfin la série sortie sur Apple TV+, dont les 2 premiers épisodes sont disponibles aujourd'hui. Et ouais, il n'y a pas tous les épisodes encore parce qu'ils décident de les sortir, je crois, tous les vendredis. Voilà, donc on ne pourra pas la binge-watcher et c'est bien quand c'est comme ça. J'aime bien moi quand c'est un épisode parce que quand t'as un bon cliffhanger, voilà, t'attends, là, t'es bien alerte, tu vois, par rapport à la semaine d'après, t'as envie absolument de découvrir ce qui va se passer. Et donc on va parler évidemment de ces 2 premiers épisodes dans cette vidéo et je vais tout faire pour ne rien spoiler du tout. Et croyez-moi, c'est très compliqué parce que l'univers est tellement dense et tellement riche, il y a tellement de choses que ça va être très dur. Mais bon, je vais vous donner voilà, un avis global, un avis général pour vous donner envie de regarder ces 2 premiers épisodes. Et je peux vous dire que ça promet énormément parce qu'il y a beaucoup de qualité. This is the plan. I'm not turning around now. Alors il faut savoir tout d'abord que Fondation c'est adapté d'un roman d'Isaac Asimov. Je n'ai pas lu le roman, donc je n'ai pas de point de comparaison. Et il y a juste 2-3 trucs que j'ai vus évidemment sur internet et je vous ferai la petite comparaison entre le roman et la série. Mais à part ça, voilà, je n'ai pas du tout de point de comparaison, évidemment que j'en ai entendu parler. Moi j'avais lu le cycle des robots d'Isaac Asimov, j'avais adoré. Mais là, voilà, je n'ai pas lu le livre, donc je ne ferai pas la comparaison. Et il est clair qu'on est dans une adaptation, donc c'est clair que peut-être que les puristes vont évidemment gueuler par rapport à certains partis pris voilà, du showrunner. Mais en tout cas, là, comme ça, sans avoir lu le bouquin, c'est vrai que l'univers m'accroche, mais comme un dingue. Et la série est créée par David S. Goyer, entre autres. David S. Goyer, moi, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. C'est pas un mec au CV parfait, parce qu'il a scénarisé beaucoup de conneries, disons-le, notamment Terminator Dark Fate. Bon, mais à côté de ça, il va t'écrire Dark City, il va t'écrire voilà, un BVS, un Man of Steel, toute la trilogie de Nolan de The Dark Knight. Donc c'est quand même un mec pour moi assez sûr, même si oui effectivement c'est pas parfait, il est capable de choses vraiment pas bonnes et il est capable du meilleur. Là en tout cas de ce que je vois sur Fondation, pour moi c'est le meilleur. La musique, et on n'en parle jamais assez de ce compositeur, pourtant on le voit tout le temps. Il s'appelle Bear McCreary. Alors Bear McCreary c'est un mec moi que j'ai connu quand il avait fait la musique de Battlestar Galactica et je crois que d'ailleurs c'est là qu'il a commencé. Alors il a fait pas mal de films mais les films sont pas top quoi. Par contre, en série, il y a beaucoup de choses très bien. Tous les Battlestar Galactica, il y a Outlander, il y avait également la série des pirates Black Sails, il a fait aussi la série Sea. Là, il revient donc sur Fondation et je rappelle également qu'il est le compositeur du chef-d'œuvresque God of War sur PS4. Alors sans plus attendre, de quoi ça parle, ce fameux Fondation, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux voilà, qui ne connaissent ni le résumé du roman ou rien du tout. Alors, Fondation, je te laisse imaginer un immense empire galactique, à l'intérieur duquel un homme, Harry Seldon, prédit au moyen d'une science statistique dont il est le concepteur, la psychohistoire. Et grâce à cette psychohistoire, il prédit la chute de cet empire, suivie de 30 000 ans de barbarie. Et pour réduire cette période de barbarie à 1000 ans, il suggère la création donc de cette fameuse fondation, dont le rôle sera de rassembler le savoir de toute l'humanité dans une sorte d'encyclopédie. Alors voilà, je peux pas en dire plus, en tout cas par rapport à l'histoire de Fondation. Je pense que c'est un résumé honnête. Après, voilà, il y a énormément de choses qui viennent se greffer autour de ça, beaucoup de personnages. Voilà, c'est vraiment le résumé par essence, quoi. Alors tout de suite, ce qui frappe quand on regarde les 2 premiers épisodes, c'est la production design, c'est les décors. Mais c'est juste fabuleux. Voilà tout ce que j'aime quand je regarde un film ou une série de science-fiction. C'est-à-dire des décors qui sont, oui, parfois un petit peu épurés, mais alors bien souvent où tout est rempli, où ça vit, les cadres sont magnifiques, les décors mais gigantesques, les effets spéciaux mais hyper bien utilisés, et alors vraiment super beau quoi, ça fait pas du tout ridicule. Voilà moi ce que j'aime quand je regarde une œuvre de SF, c'est dense, c'est riche, c'est fort, les acteurs sont fabuleux, et si on quitte l'aspect technique, parce que c'est vrai que la réalisation vraiment fait son petit effet, il y a même de l'émotion, mais alors très vite quoi, c'est-à-dire que même peut-être un peu trop vite, voilà. C'est-à-dire qu'on a à peine le temps de s'attacher aux personnages, de connaître les personnages, que ça y est, on te fout des couches d'émotion, etc. par rapport à certaines destinées de personnages, c'est quand même assez fabuleux. Et alors c'est assez rigolo parce que finalement David S. Goyer, quand il pitch
la série Fondation à Apple TV pour les convaincre de mettre des billes dans la série. Et il leur dit en gros, Fondation, c'est une partie d'échecs entre Harry Seldon et l'Empire qui dure 1000 ans. Tous les autres personnages sont des pions, mais certains d'entre eux deviendront rois ou reines au cours de la saga. Voilà, et c'est vrai que c'est totalement ça. C'est hyper bien résumé, et pourtant, je vous dis, il n'y a pas toute la complexité, toute la richesse, évidemment, même qu'on voit déjà dans le premier épisode, par rapport à ce que nous raconte David S. Goyer, mais c'est vrai que c'est clairement ça, quoi. On a vraiment l'impression de cette partie presque psychologique, voilà, entre deux entités totalement différentes qui, bien souvent, se retrouvent évidemment dans le même cadre et qui, des fois, vont être même à des années-lumière l'un de l'autre. Et on a vraiment, oui, effectivement, l'impression d'assister à une espèce de partie d'échecs qui va remporter ce truc, qui va dominer l'autre. Et c'est très compliqué parce que qui dit empire dit empereur. Et l'empereur est interprété par le fabuleux acteur que j'adore, Lee Pace, qui avait joué donc dans le Hobbit, qui avait joué dans Halt and Catch Fire, qui avait même joué, je crois, les méchants dans les Gardiens de la Galaxie. Et alors lui, vraiment, c'est un acteur que j'aime parce que ce genre de rôle, ça lui va vraiment comme un gant. Je sais pas, il est né pour jouer un empereur, alors que c'est vrai que il a pas joué toujours ce genre de rôle, hein. Il suffit de regarder la série Halt and Catch Fire. Enfin, je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est vrai que quand il joue ce genre de rôle, ça lui va vraiment très très bien. Il l'interprète vraiment à la perfection. Et en fait, il n'y a pas un empereur, il y en a 3. Là-dessus, je ne pourrais pas vous en dire plus. De ce que je sais, c'est qu'il y a eu une grosse liberté prise par rapport au roman, par rapport à cette histoire de 3 empereurs. Je pourrais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait trop spoilé, mais vous verrez quand vous découvrirez le premier épisode et vous allez voir que la petite thématique par rapport à ça, elle est quand même super intéressante. Ça peut aller très très loin justement, et c'est presque en adéquation par rapport à ce que veut souligner David S. Goyer, par rapport au fait de comment on maintient un empire dans le temps. Alors si je reste aussi sur le casting, sur les acteurs, sur les personnages, il y a 2 personnages sur lesquels peut-être les puristes vont gueuler. Et ça, je l'ai su évidemment en faisant quelques petites recherches, puisque moi j'ai pas lu le roman, je le redis, et c'est vrai que pour le coup, il y a 2 personnages masculins qui ont été remplacés par des femmes. Voilà. C'est-à-dire que dans la série, bah, c'est pas des hommes, c'est des femmes. Bon. Alors, moi, c'est vrai que ça m'a pas posé de problème parce que moi, je l'ai su bien après. Donc, comme moi, quand j'ai commencé la série, je me suis dit, bon, bah, voilà, pourquoi pas. Le seul truc où je me suis dit, ouais, bon, ça, à mon avis, Isaac Asimov, il a pas trop pensé à ça, c'est, je dirais, l'ethnie des 2 personnages féminins. Ça, c'est sûr que, voilà, c'était quelque chose de purement inventé. Mais par contre, par rapport au sexe, là, je ne le savais pas. Donc forcément, moi, ça m'a pas forcément choqué. Maintenant que je le sais, ça me choque pas plus. Et je vous dis juste les 2 noms des personnages en question. Ce sont donc les personnages de Gale et le personnage de Salvor. Et donc voilà, à voir comment tout ça va se développer, si ça a une réelle justification dans le temps. Là, pour l'instant, c'est que 2 épisodes. J'ai pas pu voir la suite. Donc effectivement, on va voir si ce changement de sexe, au lieu de mettre des hommes, on met des femmes, est-ce que c'est justifié? Ça semble plus ou moins quand même justifié dans le second épisode que je ne spoilerai pas, par rapport à une histoire, voilà, de maternité, de fécondité. C'est assez intéressant, mais ça peut justement trouver là sa justification. C'est peut-être pas aussi gratuit qu'on voudrait le croire et peut-être pas aussi woke non plus qu'on voudrait le croire. Après, voilà, là pour l'instant je peux pas juger par rapport à ce que j'ai vu. En tout cas, l'actrice qui interprète Gale, elle est super convaincante, elle est super mignonne. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se dégagent de sa personnalité. Le personnage est méga intéressant parce que c'est un personnage qui va devoir donc s'associer en fait avec le fameux mathématicien Harry Seldon, celui qui a inventé la psychohistoire, et on lui donne vraiment beaucoup d'épaisseur, je trouve, à ce personnage. C'est un peu, si tu veux, personnage young adulte, jeune adulte, quoi, voilà, mais pour le coup, c'est pas du tout gnangnan, c'est pas du tout naze, comme on peut voir dans plein de séries jeune adulte un peu relou. Là, il y a vraiment de la consistance, il y a vraiment une maturité, qui est pour moi, pour le coup, la bienvenue. Alors après, on a un des personnages principaux, si je mets de côté l'empereur, Harry Seldon, bien sûr, le mathématicien, qui est interprété par un acteur que j'adore, Jared Harris, donc a joué dans plein de séries bien entendu, et bon bah voilà quoi, lui il l'interprète à la perfection quoi, c'est-à-dire que limite presque t'as envie de dire qu'il est né pour jouer ce rôle quoi. Il est absolument convaincant, et pareil évidemment il a un rôle bien écrit à la hauteur du talent de l'acteur quoi, hein, disons-le. Alors après sur les thématiques c'est super intéressant, et là ce n'est pas du tout du spoiler que de vous dire ça, mais c'est vrai qu'on a toute une thématique sur l'empire. Qu'est-ce qu'un empire en fait? Et ce qui est très pertinent, c'est le discours de David S. Goyer là-dessus. Peut-être était-ce aussi le discours de Isaac Asimov, ça m'étonnerait pas, mais c'est vrai qu'on a tout un truc là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, le but pour un empereur, finalement, pour que son empire continue d'exister, de prospérer, il faut que le peuple, mine de rien, ait confiance
en son empereur, et pour ça, il vaut mieux lui mentir à tout prix, le maintenir dans une espèce de ce qu'ils appellent de paix et de sécurité, quitte à lui mentir totalement, et écarter évidemment les oiseaux de mauvais augure. Et l'oiseau de mauvais augure, là en l'occurrence, c'est évidemment Harry Seldon, qui lui te prédit carrément la chute de l'Empire, quoi, avec des tas de choses qui vont se greffer autour de ça, je ne sais combien d'années de barbarie, etc. Donc forcément, quand un empereur entend ça, forcément, évidemment, ça le met dans tous ses états. Et puis surtout, c'est quelqu'un qu'il faut écarter, car il n'est jamais bon de dire la vérité à son peuple. Il vaut mieux l'emberlificoter dans un espèce d'idéalisme qui n'existerait pas, plutôt que de lui raconter que tout va mal, bien évidemment. C'est le propre, finalement, de tous les empereurs, les chefs d'État, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant, c'est vraiment passionnant, la façon dont David S. Goyer le raconte. Est-ce que c'était dans le roman ou pas? Je ne sais pas, mais je pense quand même que ça devait l'être. Et vraiment, il y a des tas de scènes par rapport à ça qui sont archi pertinentes. Alors après, il faut savoir que David S. Goyer a embauché la fille de Isaac Asimov, Robin Asimov, en tant que productrice déléguée, donc certainement qu'elle a eu son mot à dire, peut-être qu'elle a peut-être changé des choses, j'en sais rien. Bon, là pour l'instant on n'en sait pas plus, mais en tout cas elle est créditée au générique, ça c'est important. Le deuxième épisode, sans vous dévoiler quoi que ce soit de l'intrigue, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Un petit peu moins bon dans le sens où il y a, je pense, des problèmes de rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors je vous dis pas voilà, les tenants, les aboutissants des scènes, mais il y a beaucoup de tunnels de dialogue, il y a beaucoup d'explications de comment ils vont établir cette fondation, etc. Alors, c'est intéressant, mais je trouve que ça manque de point de vue, de mise en scène. Je trouve qu'on perd en rythme quand même sur ce second épisode, alors qu'il y a de sacrées révélations, il y a des choses où on approfondit encore les personnages. Donc c'est un épisode hyper intéressant. Il y a notamment une scène avec l'empereur qui est absolument archi jouissive. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve qu'on perd un petit peu en efficacité, alors que le premier épisode sur 1h15, c'est pas du spectaculaire, attention, faut pas s'attendre à ça. Hein. C'est pas des combats, des machins, voilà. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui se situe à des millénaires, mais vraiment à des millénaires de notre ère, et pourtant qui va parler finalement de nous, quoi. On va parler d'écologie, on va parler de terrorisme, on va parler de tout ça. C'est hyper intéressant. On se sent très vite concerné, en fait, par toutes les thématiques abordées. Est-ce que toutes ces thématiques étaient dans le roman? D'après ce que j'ai lu, apparemment, oui, sauf peut-être pour une ou deux. Mais en tout cas, voilà, on se sent vraiment concerné. Mais ça joue pas du tout sur des histoires de combat, etc. Je vous dis, c'est vraiment, comme il dit, une partie d'échec, donc il va y avoir vraiment un aspect psychologique très mis en avant. En tout cas, dans les deux épisodes que j'ai vus, c'est hyper bluffant à ce niveau-là, et c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, appréhender Fondation. C'est spectaculaire, si tu veux, dans les décors, c'est très spectaculaire par rapport aux effets spéciaux, tout ça vraiment, mais il y a un budget mais pharaonique, quoi. C'est vraiment hallucinant ce qu'on voit, quoi. Je veux dire, ça fait du bien pour moi, en tout cas, de voir de la science-fiction comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va jouer, voilà, sur des combats, des machins, ou alors peut-être un peu plus tard, hein, je ne sais pas, puisque je l'ai vu que 2 épisodes. Il y a beaucoup de gens de la presse qui en ont vu, je sais pas, 5-6, et moi j'ai pas été convié malheureusement. Et peut-être, je sais pas, peut-être la prochaine fois en tout cas. Mais en tout cas, il faut bien savoir que ça ne joue pas sur quelque chose de pseudo-spectaculaire et tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi que Fondation a inspiré forcément des Star Wars, parce qu'il y a des grosses similitudes, vous verrez. Ça a inspiré également Dune, hein, parce que le roman de Frank Herbert est arrivé après par rapport à celui d'Asimov, et tu sens qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de fondateur, là pour le coup, c'est le cas de le dire, de quelque chose de fondateur par rapport à toute la SF qu'on aura, voilà, les décennies après, quoi, hein, 60, dans les années 60, 70, 80 et tout ça, quoi, hein, vraiment, on a vraiment cette impression de se dire, voilà, vache, quoi, c'est hyper impressionnant, en fait, toutes les inspirations qu'a pu avoir des George Lucas et même d'autres réalisateurs qui font de la SF maintenant, par rapport à cette fameuse histoire de Fondation. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ces 2 premiers épisodes. Je peux pas rentrer dans le détail, je suis désolé, mais sinon ce serait trop spoilé. Je verrai comment je ferai par rapport à la suite. Alors il y a un épisode tous les vendredis. Si je fais, je sais pas, une vidéo pour 2-3 épisodes, ou alors si un épisode est suffisamment riche pour que je puisse sortir une vidéo, je le ferai. En attendant, je vous recommande de regarder sur Apple TV Fondation. Si vous aimez la SF, vous allez évidemment prendre votre pied, c'est sûr et certain. Ça donne également aussi envie de lire le livre, là, vraiment. Je n'en sais pas plus pour l'instant. On verra la semaine prochaine comment tout ça va évoluer, comment cette série va évoluer, mais pour l'instant, c'est extrêmement prometteur. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!